Tout le monde le connaît, mais personne ne l'aime. Je parle pas du vilain petit canard, mais du coronavirus. Alors il apporte tous les jours son nouveau petit lot de contaminés, et en plus de nous priver du goût, de l'odorat et d'affaiblir les corps, eh bien il s'attaque aussi aux esprits à travers une belle controverse médiatique. On en parle. Alors on est tous d'accord qu'une fois confinés pour la première fois, on s'est tous rabattus derrière les écrans pour continuer à vivre avec la société, bien qu'elle soit un peu métamorphosée. Et Emmanuel Macron a de suite annoncé la couleur. Nous sommes en guerre. Contre un virus. Du coup, on s'est tous rabattus vers les scientifiques pour savoir comment lutter contre ce virus. Est-ce que le masque est utile? Comment est-ce que ce virus se transmet? Est-ce que les enfants peuvent transmettre ce virus? Les scientifiques ont bien du mal à répondre à cette question. Ça changeait tous les jours, tout le monde se contredisait et c'était pas très rassurant. En parallèle à cette controverse médiatique scientifique, on a retrouvé sur nos écrans le docteur Didier Raoult. C'est lui. Didier Raoult qui, avec sa solution miracle, a été over-médiatisé. Donc entre sa parole et celle des autres, ça a créé un joli déséquilibre et une belle cacophonie. Le truc, c'est que la connaissance scientifique est généralement peu partagée par les médias parce que l'audience s'y intéresse peu. Du coup, on sait pas trop comment fonctionne la science, quelle est la marche de la science en fait. Pendant le confinement, la science a évolué à marche forcée, c'est-à-dire que normalement, les pré-publications, les pré-études, etc. n'arrivent pas au grand public, parce que c'est comme ça que ça marche. En parallèle à ça, il y a la pensée générale que la science est désertée des médias traditionnels parce qu'elle est trop compliquée. Du coup, lorsqu'on voit un scientifique à la télé, on a tendance à penser que ce qu'il dit est vrai, parce qu'il est dans le bain, il connaît son truc. Il a étudié son sujet, il en a tiré des conclusions. Sauf que le rôle de la science, c'est tenter de décrire le réel jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que les scientifiques sont là pour montrer quand des théories fonctionnent, mais ils sont aussi là pour montrer quand celles-ci ne fonctionnent pas. Et quand une théorie a prouvé qu'elle fonctionnait par le passé et qu'on se rend compte que dans cette condition-là, elle ne marche plus, cette découverte est une progression de la connaissance scientifique. Donc en fait, c'est la complexité de la compréhension de la recherche scientifique amenée par les médias qui a posé problème. Bref, tout ça pour dire qu'en science, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Nicolas Martin de France Culture nous l'explique très bien, l'un des principaux troubles scientifiques en début d'année, ça a été Didier Raoult. Dès qu'il a sorti ses études sur la chloroquine, ses travaux ont de suite été dénoncés par la communauté scientifique comme étant mal réalisés, trop rapidement, dans le désordre. Bref, les protocoles de validation habituels de ces études-là n'ont pas respecté la marche de la science. Et aussi, la parole de ce docteur s'est manifestée au détriment de la voix collective, dans le sens où les médias ont donné beaucoup de poids à une étude finalement très isolée dans la communauté scientifique. Et en science, une étude seule ne prouve rien. En revanche, c'est lorsqu'elles s'accumulent qu'elles deviennent une preuve. Donc ce jeu d'opposition, de réfutation, c'est un jeu normal pour les scientifiques et pour la recherche scientifique parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Mais aux yeux du grand public, ça ne l'est pas. Alors quand on voit dans les médias deux docteurs qui se contredisent sur un virus qui pollue notre vie et qui s'attaque à notre santé, c'est plutôt logique d'avoir en nous un petit sentiment de panique qui grandit, et c'est comme ça qu'on flippe tous et qu'on achète 60 kg de pâtes et 94 rouleaux de papier toilette. Par exemple, le cas de la contamination pour les enfants. D'abord, on a pensé qu'ils étaient des foyers infectieux. Du coup, on a fermé les écoles, parce que si chaque marmot est un mini-cluster en lui-même, t'amplifies l'épidémie. Mais avec un petit peu plus de temps et de recherche, on s'est rendu compte qu'ils étaient peu symptomatiques, voire asymptomatiques. Du coup, les écoles ont pu rouvrir. Mais ça veut dire que la science a menti, tout n'est que complot! Non, pas du tout, calmez-vous, la connaissance a progressé. Tu devrais te reposer un peu, je m'inquiète pour ta santé mentale. En revanche, si vous avez paniqué devant la télé, sachez que vous avez eu une réaction complètement normale car tout s'est passé très vite. La réflexion prend énormément de temps et n'est pas adaptée aux situations d'urgence alors que la peur, bien au contraire, est particulièrement performante lorsqu'il s'agit de réagir rapidement. Alors cette controverse entre les médecins d'un côté et cette figure contraire qu'est Didier Raoult a été aggravée par deux facteurs de la peur et le premier c'est l'inconnu. Beaucoup de personnes comparent maladroitement le coronavirus à la grippe, dans le sens où ce sont deux maladies qui font des milliers de morts, mais la différence majeure réside dans le fait que la grippe, elle est connue, alors que le Covid-19, lui, est tout nouveau. Dans le championnat des virus mortels, c'est une sorte d'outsider, on le connaît pas, il mute comme un Pokémon, on sait pas trop ce qu'il fait. Alors aussi incomparable soit-il, le rapprocher à un autre virus connu permet à certains d'atténuer cette peur de l'inconnu. Le deuxième truc qui nous fait flipper, c'est ce sentiment de perte de contrôle, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout puissant et que l'idée qu'un organisme minuscule soit capable de nous polluer l'existence rend finalement la vie beaucoup plus anxiogène. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver une situation normale ? C'est conserver la partie utile de la peur,
c'est-à-dire la vigilance qui permet de peu à peu reprendre le contrôle sur soi-même et sur le sentiment de panique que l'on peut ressentir. Alors, être vigilant, c'est bien beau, mais concrètement, c'est quoi? Eh bien, ce sont les gestes barrières. On dirait un message de l'État, mais je vous jure que c'est pas le cas. Par contre, si l'État passe par là et souhaite me sponsoriser, et un petit DM, je vous file mon RIB, on peut s'arranger, hein, la moula. Alors je pourrais vous rappeler de bien vous laver les mains, d'utiliser du gel hydroalcoolique, de ne plus faire la bise, ou alors de daber quand vous toussez, mais j'ai pas envie, parce que tout le monde le sait, tout le monde sait le faire, il faut juste le faire en fait. Non, moi ce que j'ai plutôt envie de vous dire, c'est tenez bon. Tenez bon, on vit tous un moment difficile, si difficile qu'il en est historique, mais rappelez-vous qu'on est en 2020 et que le Covid-19 n'est pas non plus la peste noire. La science progresse de jour en jour et les virologues travaillent d'arrache-pied sur le sujet depuis un an, plus d'un an maintenant. Alors même si on ne sait pas combien de temps ça leur prendra pour trouver une solution durable, souvenez-vous qu'après la pluie vient toujours le beau temps. De notre côté, restons chez nous, on attend juste un arc-en-ciel. Je suis pas convaincu par cette métaphore. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ça vous a vraiment plu, commentez, partagez à vos amis si vous avez aimé, à vos ennemis si vous n'avez pas aimé. Bon, moi tout ce que je peux vous souhaiter en attendant, c'est une bonne journée, une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne soirée, vous prenez ce que vous voulez. Salut!